Sur la victoire de François Fillon, on va bien sûr dévoiler, revenir sur cette équipe qui va intégrer le parti LR. Elle a été dévoilée il y a quelques minutes, on y reviendra évidemment. Actuellement, le secrétaire général, c'est Laurent Wauquiez. Va-t-il disparaître? Est-ce que c'est Bernard, le président? Enfin, c'est un débat d'ailleurs, parce que le président, nous dit-on, Maurice Leroy, c'est celui qui a gagné les élections. Donc c'est plutôt le secrétaire général, non? Enfin, je suis pas républicain, mais ça n'empêche pas de savoir comment ça se passe chez eux. D'accord. Laurent Wauquiez, je le rappelle, était président par intérim. Et là, il n'y a pas de président. C'est intéressant d'ailleurs, parce que ça veut dire que François Fillon, à juste titre d'ailleurs, assume quelque part la présidence et met un secrétaire général en la personne de Bernard Accoyer. Bon, le débat a déjà commencé, c'est Maurice Leroy, je vous le présenterai dans quelques instants. Puis on va s'intéresser ce soir, évidemment, à cette victoire de François Fillon qui bouleverse, qui fait bouger les plaques tectoniques des partis politiques. Chacun réfléchit, s'organise, trouve évidemment ses arguments face au programme de François Fillon qui a été critiqué aujourd'hui lors des questions au gouvernement par le gouvernement socialiste. On va parler du Front National, on parlera des centristes, c'est compliqué aussi chez eux. Puis on va revenir évidemment sur la gauche, sur l'exécutif, parce que c'est assez complexe cette relation entre François Fillon et Manuel Valls. Un pas de deux, un déjeuner, et puis aujourd'hui Manuel Valls entre François Hollande et Manuel Valls. Heureusement que Maurice Leroy est là ce soir pour m'aider dans ce lancement, parce que je n'y arriverai pas. Je vous présente tout de suite mes invités, nos partenaires lcp.fr évidemment, le JDD c'est notre partenaire, et puis notre page Facebook. Vous êtes chaque soir très nombreux à nous écrire, à nous faire partager vos critiques. Olivier Dussopt, bonsoir. Bonsoir. Député socialiste de l'Ardèche, président de l'association des petites villes de France. On parlera des votes ruraux, périurbains. Je ne sais pas si ce soir votre cœur balance, mais en tout cas c'est très compliqué au sein du Parti Socialiste, au moment où Arnaud Montebourg, dans les colonnes du Monde, indique que la gauche peut encore gagner les élections présidentielles de 2017. Maurice Leroy, bonsoir. Ravi de vous accueillir sur le plateau, député UDI du Loir-et-Cher, président du conseil départemental de ce département. Vous avez soutenu Nicolas Sarkozy, vous êtes rallié à François Fillon qui fut votre Premier ministre lorsque vous étiez vous-même ministre de la Ville et du Grand Paris de 2010 à 2012. On vous écoutera à la fois sur ce qui va se passer chez les LR et puis sur ce qui se passe chez vous, parce que c'est aussi assez compliqué à l'UDI. Avec grand plaisir. Nicolas Bay, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général du Front National, député européen frontiste. Là aussi, des petites phrases, des mots de Florian Philippot, de Marion Maréchal-Le Pen sur le regard que vous portez sur le programme de François Fillon. Merci d'être avec nous. Yves-Marie Kahn, bonsoir. Bonsoir. Directeur des études politiques des Labs. On commentera le sondage qui était sorti dimanche soir, sorti des urnes comme on dit, sur ceux qui avaient voté, les catégories d'âge notamment, et puis les zones géographiques. C'est important, ce sont les indicateurs. Puis demain, intention de vote à l'élection présidentielle qui sortira chez Elab, justement pour savoir où se situent les candidats de François Hollande à François Fillon, évidemment. Merci d'être là. D'abord, on retrouve Stéphanie Despierres. Elle est en direct devant le siège des Républicains. Il s'est passé beaucoup de choses, évidemment, en fin d'après-midi, Stéphanie. Qu'a dévoilé François Fillon? Quel est l'organigramme qu'il a dévoilé? Eh bien, très clairement, désormais, le patron, c'est François Fillon. Il n'y a plus de président du parti, mais seulement un secrétaire général. C'est Bernard Accoyer, l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui est désormais aux manettes. Ce proche de François Fillon avait hésité et finalement, il a accepté le poste et se pose en rassembleur. Écoutez-le. Nous sommes rassemblés, personne ne manquera au sein de notre famille pour accompagner notre candidat, son projet, l'état de la France, la décomposition de la situation de l'exécutif et de la majorité font que nous devons arriver tous ensemble à conduire à la victoire notre candidat, puisqu'il a le programme qui permettra, nous en sommes convaincus, de redresser notre pays. Aux côtés de Bernard Accoyer, il y aura une secrétaire générale adjointe, Annie Genevard, qui était déjà porte-parole des Républicains et qui est une très proche de François Fillon. Et plus surprenant, il y aura aussi comme secrétaire général adjoint Gérald Darmanin. C'était en fait le directeur de campagne de Nicolas Sarkozy. Vous le voyez, François Fillon donne donc des gages aussi aux sarkozystes. Et vous l'avez compris, Laurent Wauquiez n'est plus président du parti. Il est rétrogradé vice-président. À ses côtés, Isabelle Le Callennec, qui était déjà vice-présidente. La députée d'Ille-et-Vilaine est elle aussi, là encore, une très fidèle de François Fillon. Stéphanie, un petit mot quand même sur ce comité politique pour ceux qui regardent notre émission. Il y a le bureau politique, il existe, il n'est pas démantelé, mais il y a aussi la création d'un comité politique.
Alors ce comité politique, c'est un peu le gouvernement du parti. C'est lui qui va mettre en application les décisions du bureau politique. À sa tête, il y a Gérard Larcher, le président du Sénat, là encore un fidèle d'entre les fidèles de François Fillon. Il y a aussi Bruno Retailleau. Et dans ce comité, il y a un représentant de chaque candidat à la primaire. Pour le camp Juppé, c'est Virginie Calmels, la première adjointe de Bordeaux. C'est d'ailleurs la seule juppéiste dans ce tout nouvel organigramme des Républicains. Dans ce comité politique également, Christian Jacob et François Marouin pour les sarkozystes, Thierry Solère, le président de la primaire qui bénéficie de Nora que lui a conféré le bon déroulement de cette primaire. Et enfin, dans ce comité politique, il y a des candidats déçus de la primaire. On retrouve Jean-Frédéric Poisson, Jean-François Copé et Nathalie Kosciusko-Morizet. Et pour terminer, je dois vous indiquer que la Commission nationale d'investiture qui s'occupe des investitures aux législatives a aussi changé de tête. C'est Jean-François Lamour qui reprend les commandes. Les fillonistes l'avaient dit, il n'était pas question de laisser Christian Estrosi, le très sarkozyste député et maire, adjoint au maire de Nice. Merci Stéphanie pour cet éclairage, parce que c'est vrai que les choses bougent, les lignes bougent. Sur les investitures, Maurice Leroy, je vous interroge, parce qu'il y a 80 circonscriptions qui sont toujours comme ça en attente, en suspens. C'est important que ce soit un filloniste pur sucre, Jean-François Lamour, député de Paris, qui ait la main sur ces investitures, parce qu'on pense présidentielle, puis déjà certains pensent évidemment aux législatives. D'abord, c'est tout à fait légitime. C'était dans les statuts, on l'a dit tout à l'heure, du parti Les Républicains, et il est évidemment légitime que le vainqueur mette à la tête de la Commission nationale des investitures un proche de François Fillon, la personne de Jean-François. Pour vous, c'est un bon signe? Oui, c'est un qui allait devoir peut-être négocier. Hervé Morin et moi-même avons, et le nouveau centre, les bâtisseurs autour d'Hervé Morin, au sein de l'UDI, avons appelé à voter, après avoir réuni nos instances démocratiquement la semaine dernière. Nous avons fait la campagne de François Fillon au second tour. Vous rappeliez en me présentant que, et je suis fier de l'avoir fait, je suis fier au premier tour par loyauté et fidélité. J'ai pas toujours vu ça dans les anciens ministres de Nicolas Sarkozy. Alors je sais que ça fait drôle la loyauté et la fidélité en politique. Vous pensez qu'il y a Hervé Morin qui était parti chez Bruno Le Maire. Non, je pense pas Hervé Morin. Non, mais je sais pas. Arnaud, pensez pas à ma place. Je suis grand. Non, j'essaie de comprendre. Je vais vous le traduire. Non, je pense à d'autres, notamment chez les Républicains. Je ne pense pas à Hervé Morin. À d'autres qui sont partis chez Alain Juppé au premier tour. C'était leur droit d'ailleurs. Voilà. Bon, ça c'est du passé. Il faut tourner la page. Moi, je suis heureux de voir que tout le monde se rassemble derrière la candidature de François Fillon. Et il y aura besoin de rassemblement parce que certes, la primaire est un succès incontestable, mais ça fait 4 300 000 électeurs. Je rappelle pour tout le monde, sous contrôle des labs, que le corps électoral, c'est 45 millions. Donc il reste un énorme travail à faire. Je dirais, tout commence. Et c'est pourquoi il faut ce rassemblement. Il y a une belle dynamique, un report de voix parfait au second tour. Sur François Fillon. C'est pour ça d'ailleurs que l'organigramme traduit cela aussi. C'est tout à fait logique. François Fillon a eu raison. Beaucoup de sarkozystes Oui, mais c'est logique. Ouais. C'est quand même l'élection au second tour. Les sarkozystes ont tous rallié, qu'ils soient républicains ou centristes, François Fillon. Et on l'a vu, moi je le vois en Loir-et-Cher, où j'ai fait la campagne de Nicolas Sarkozy, il manque pas une voix François Fillon au second tour, et on le voit dans tous les départements. Nicolas Bay, vous le regardez comment l'organigramme? Bernard Accoyer, ancien président de l'Assemblée, qui a dirigé ici à l'Assemblée nationale le groupe UMP, l'idée maire d'Annecy le Vieux. Voilà, c'est une personne solide, proche de François Fillon, classique, vous diriez-vous? Non, mais moi, j'ai pas de commentaire à faire sur les choix internes d'organisation des Républicains par François Fillon. Ça m'inspire juste deux remarques. La première, c'est qu'on a le sentiment que déjà, François Fillon est un peu en phase de hollandisation, c'est-à-dire qu'il peut devenir rapidement un peu cette espèce d'homme de la synthèse molle à droite. On voit qu'il distribue les postes entre Nathalie Kosciusko-Morizet, Jean-Frédéric Poisson, qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Déjà, vous le ramollissez, François Fillon. Oui, parce que je crois que ça correspond peut-être à la fois à son tempérament, à sa personnalité, et puis ça va correspondre, je crois surtout à son projet des prochains mois. Et puis ce que je vois aussi, c'est que finalement, on fait vraiment du neuf avec de l'ancien. C'est-à-dire que pour incarner la rupture et l'alternative
que les Français attendent, ça me paraît un peu léger de recycler éternellement toujours les mêmes. Bernard Accoyer en tête, là encore, c'est pas un jugement personnel sur lui-même, mais enfin voir que des anciens ministres qui ont tous échoué aux responsabilités, François Fillon en tête, comme Premier ministre, co-responsable du bilan désastreux du quinquennat de Nicolas Sarkozy, 600 milliards d'euros de dette, 1 million de chômeurs supplémentaires. Il y a un programme qui a plu. Oui, enfin, attention, il a plu, comme Maurice Leroy le rappelait à l'instant, au segment des électeurs qui se sont déplacés pour la primaire, c'est-à-dire 9% du corps électoral. Maintenant, nous sommes dans la campagne présidentielle, nous allons y être dans les prochaines semaines, et là, il s'agit de rassembler tous les Français, et non pas le créneau sociologiquement un petit peu étriqué, finalement, de la droite qui s'est déplacée, d'une partie de la droite qui s'est déplacée par cette primaire. Olivier Dussopt, rappelons quand même que la primaire socialiste 2011, c'était 2,9 millions d'électeurs. Là, c'est 4,3 millions d'électeurs. C'est donc un score très important, même si ça ne mobilise pas évidemment le corps électoral. Vous le regardez comment, cet organigramme, où les sarkozystes, Darmanin, quelques autres sont bien placés. Laurent Wauquiez, hier soir, qui disparaîtrait de l'organigramme, est là, toujours, premier vice-président. Comment vous le regardez? C'est une sorte de synthèse hollandiste, comme le disait Nicolas Bay? Avant de regarder le programme, il faut d'abord regarder la primaire. Et la primaire, on voit que c'est un modèle qui marche. Nous l'avions mise en place. Celle de la droite a plus de participants. À nous aussi d'être à la hauteur pour la primaire de fin janvier. Ça part mal, quand même. Avant toute chose, il faut être beau joueur et considérer que la droite a réussi cette organisation-là et cet exercice. La droite et le centre, si ça. La droite et le centre. Mais dans les programmes, j'avais surtout vu le centre, cher Maurice Leroy. Et surtout la droite, pardon, c'est un petit révélateur. Je vais traduire. Par contre, aujourd'hui, il y a un organigramme. François Fillon installe son équipe et c'est légitime. Ça m'inspire deux réflexions pour ce qui concerne notre propre famille politique. La première, c'est qu'il faut qu'on réussisse le rassemblement. Avant la primaire, après la primaire, il faut qu'on réussisse le rassemblement et qu'on ne parle que d'une seule voix. Autour de qui? Ça, c'est évidemment la question. Et la deuxième, il faut aussi qu'on pense au renouvellement des équipes, au renouvellement des hommes. Et je peux vous assurer qu'au sein du Parti socialiste, puisque vous avez dit à l'instant que c'était compliqué, il y a toute une génération de responsables et de parlementaires plus jeunes qui se reconnaissent assez peu ou de plus en plus difficilement. Et qui aimeraient trouver leur place. Sensibilité, qui aimeraient trouver plus que leur place, qui aimeraient trouver le projet et le candidat qui leur permettent d'espérer dans cette campagne. Votre cœur balance ce soir parce que vous n'avez pas choisi... La primaire est dans 2 mois. La primaire est dans 2 mois. Yves Marican, vous en pensez quoi, avant d'aborder évidemment le mouvement de plaque tectonique politique sur les programmes, mais un organigramme, je dirais que c'est de la cuisine politique classique, mais quelques indicateurs, puisque Nathalie Kosciusko-Morizet, François Baroin sont dans le comité politique. Il y a quand même l'idée de rassembler le plus possible. Oui, bien sûr, c'est un des premiers enjeux post-primaire. On a les résultats de la primaire qui ont été un vrai succès. Quand on compare la participation de dimanche et même du premier tour par rapport à ce qu'avait déjà obtenu le Parti socialiste en 2011, c'est un vrai succès en termes de mobilisation. Il y a aussi un candidat qui, de par l'écart qui le sépare d'Alain Juppé, est un candidat incontesté, avec un résultat incontestable. Ensuite, il y a les statuts des Républicains, qui prévoyaient de toute façon que, finalement, le vainqueur de la primaire pourrait reprendre en main, effectivement, l'organigramme des Républicains, ce que fait François Fillon, avec quand même un enjeu de taille, qui est effectivement de réussir à faire la synthèse entre les différentes composantes du parti, et de jouer la carte de la réconciliation, après une campagne qui n'a pas été, qui n'a pas été douloureuse, qui s'est plutôt bien passée. Difficile dans l'entre-deux tours. Mais en même temps, il y a eu des moments de tension. Effectivement, il faut rejouer la carte de l'union, parce que la famille politique, les sympathisants de la droite, les futurs électeurs de la droite n'accepteraient pas que finalement chacun ne se réunisse pas ensuite sous la même bannière et celle de François Fillon. Juste un mot, vous pensez possible de rassembler des points de vue qui quand même, pendant cette bataille de l'entre-deux tours, même s'il y avait des positions comme ça un peu dogmatiques, sont capables de se retrouver, parce qu'il y avait quand même des points assez divergents, malgré tout, sur des questions de société notamment? Oui, je pense, en tout cas, effectivement, le temps du compromis viendra. On n'y est peut-être pas encore. Il y a sans doute des discussions qui vont avoir lieu pour effectivement discuter certains points programmatiques. Mais en même temps, le résultat de François Fillon fait qu'il est quand même en position de force pour imposer c'est lui le patron, comme on dit, un certain nombre de sujets. Et effectivement, c'est lui le patron, et c'est aussi à l'aune de ce résultat qu'il faut aussi lire le nouvel organigramme. C'est-à-dire que l'enjeu pour François Fillon, c'est aussi d'avoir un parti politique qui soit en état de marche et qui soit à l'unisson avec lui pendant la campagne présidentielle, parce que l'organisation, la force des militants, les relais sur le terrain, les élus, les militants, c'est essentiel dans une campagne présidentielle. Et donc François Fillon, il a besoin d'un parti en ordre de marche, mais surtout d'un parti qui lui est totalement acquis. Et garder par exemple Laurent Wauquiez comme secrétaire général, c'était important, savoir s'il restait ou pas. Ça pouvait être quand même assez compliqué à gérer, tant on sait que Laurent Wauquiez, il a des ambitions qui ne sont pas forcément les mêmes que celles de François Fillon. Un mot chacun, parce que c'est important, c'est
cet écart je rejoins ce que idéologique. disait Olivier à l'instant. Je pense que du fait de ce succès de la primaire, on verra en janvier ce qu'il en sera, mais je pense que désormais, ce ne seront plus les appareils politiques étriqués qui choisiront les candidats. C'est la fin des partis. Non, c'est pas la fin des partis. C'est la fin de la désignation par les partis. Ça ne veut pas dire la fin des partis. Vous verrez d'ailleurs si c'est la fin des partis. Essayez d'aller à la présidentielle sans parti. Vous demanderez à Macron le moment venu. On va en parler de voilà. Macron. Non, je sais bien, c'est pour ça que je n'ai pas évoqué tout de suite. Mais puisque vous me titillez, je réponds. Donc non, ça veut dire que les Français, qu'ils soient de droite et du centre ou de gauche, ils vont vouloir désormais désigner. Je pense qu'on ne fera plus de désignation par les partis politiques. Ça, c'est terminé. Vous parlez au Front National ? Non, c'est une question qui est posée aussi au Front National. C'est un peu particulier, objectivement. Hein. Il y a la culture du chef ou de la cheftaine. Vous regardez comment cette question ? Nous respectons l'esprit des institutions de la Ve République. Je crois que le général de Gaulle avait d'ailleurs eu une phrase assez dure le général de Gaulle. Sur le principe des primaires en disant que souvent ça aboutissait à choisir le candidat le plus insipide, le plus inodore. Et je pense que sans vouloir être méprisant ou insultant à l'égard de François Fillon, je crois qu'il a un peu la caractéristique, encore une fois, d'être celui qui fait un peu la synthèse entre les différentes sensibilités courants. Et forcément, ça aboutit à un projet politique qui n'est pas très clair. Parce qu'on a lu Nicolas Baer. Non, mais je pense on a lu un programme assez dur, assez radical. Je crois qu'il y avait l'image. Il y a l'image qu'il peut avoir. Il y a, c'est vrai, une très grande dureté, notamment sur les questions sociales. On va y venir, bien sûr. Un discours ultra libéral. Mais je crois que le défaut majeur de la primaire, c'est une importation d'un système américain en France. Aux États-Unis, il ne faut pas oublier d'abord que c'est un État fédéral. Ensuite, il y a la primaire qui est le premier tour en quelque sorte, et puis après il y a l'élection présidentielle. L'Italie aussi. En France, c'est un système un peu différent puisque la généralisation des primaires à droite et à gauche aboutit à une sorte d'élection à 4 tours. Moi, je crois que c'est vrai qu'il y a eu un succès d'affluence, faut le reconnaître, mais en même temps, ça correspond au fait que beaucoup de Français, quand on leur donne la parole, eh bien, s'expriment, parce qu'il n'y a pas tellement de moments où la démocratie peut s'exprimer, surtout quand c'est simple la démocratie. Sont ensuite bafoués par le vote des parlementaires. Vous citiez De Gaulle, mais en même temps, De Gaulle faisait des référendums. Il appelait au peuple. Donc c'est bien aussi d'appeler au peuple pour choisir. Le problème, c'est que votre famille politique, quand les Français s'expriment par référendum, eh bien ensuite le texte du traité constitutionnel, on le fait adopter par voie parlementaire contre l'avis du peuple. Donc forcément, les Français, ils ont le sentiment que leur voix n'a pas été... Olivier Dussopt, un mot et un sujet, parce qu'il faut voyez un petit peu ce qui se passe. Je le répète, la première leçon que nous devons tirer à gauche, c'est le rassemblement, et surtout, ne pas passer des semaines à commenter l'organigramme de François Fillon. Il rassemble la famille politique qu'il a, il ne donne pas de signe de renouvellement. Par contre, aujourd'hui, la confrontation, c'est sur le programme. Et je pense que lorsque les Français, y compris ceux qui ont voté pour lui, vont voir que sa principale priorité, c'est le recul de l'âge de la retraite à 65 ans et augmenter la TVA de 2 points, la question du renouvellement, du rassemblement et de l'alternance sera posée peut-être différemment. La campagne a commencé. Regardez ce sujet de Maïté Frémont, c'est le mouvement des plaques tectoniques de la vie politique depuis l'arrivée de François Fillon. C'est vrai que beaucoup de partis s'interrogent, s'inquiètent même. Regardez ce sujet, on en débat juste après. Depuis dimanche soir, la première priorité de François Fillon est de rassembler son camp, mais également l'élargir. Pour imposer son cocktail de libéralisme et de conservatisme, François Fillon compte sur l'électorat centriste. Parmi ses soutiens dès les premières heures, le nouveau centre d'Hervé Morin, aujourd'hui rejoint par l'UDI. Après s'être rallié à Alain Juppé, Jean-Christophe Lagarde prône également le rassemblement. François Fillon n'a jamais développé cette espèce d'obsession d'une coalition. Centre, tous n'ont pas le petit doigt sur la couture du pantalon derrière les idées de François Fillon. Sur les réseaux sociaux, Ramayad s'autoproclame candidate du centre pour la présidentielle 2017. Comme promis en cas de défaite d'Alain Juppé, François Bayrou, lui, agite une possible candidature qui pourrait coûter des points à François Fillon. Le programme de François Fillon pose en réalité de nombreuses questions aux citoyens et à notre société. Je pense que François Bayrou sait très bien que la division pourrait conduire à une situation dramatique pour les idées qu'on représente. Reste à François Fillon de jeter un œil sur la droite. Avec un discours conservateur, il peut également mordre sur une partie de l'électorat du Front National. Marion Maréchal Le Pen le considère d'ailleurs comme le candidat le plus dangereux pour Marine Le Pen. Au FN, l'angle d'attaque est tout trouvé et un programme économique peu favorable aux classes populaires. En matière de sécurité et d'immigration, M. Fillon est un agneau déguisé en agneau. Et en revanche, en matière sociale, c'est un loup. Les Français choisiront.
Voilà. Avec sa victoire, François Fillon redistribue les cartes de l'échiquier politique de cette présidentielle et oblige les partis à modifier leurs argumentaires de campagne. Voilà, 2 partis là sont traités dans le sujet, puis on parlera du Parti socialiste, mais en particulier de Manuel Valls et de François Hollande. Mais le centre d'abord. C'est vrai qu'il y a comme ça, il y a eu une confusion sur. Vous n'êtes pas parti évidemment pour le même candidat, je l'évoquais tout à l'heure. Certains ont suivi Nicolas Sarkozy, d'autres sont allés chez François Fillon. Certains UDI, dont Monsieur Zocchetto au Sénat, avaient signé cette lettre de 215 parlementaires pour soutenir François Fillon pendant l'entre-deux tours. Le président du groupe UDI à l'Assemblée soutient et a soutenu Alain Juppé. Vous étiez aux côtés de Nicolas Sarkozy. Comment vous rassemblez pour rebâtir le centre, parce que Ramayad a déjà trouvé son espace. Elle dit regardez, c'est un fiasco, moi je suis la vraie candidate du centre. Non, mais on est content pour elle, c'est au moins une bonne nouvelle pour Ramayad, formidable. Écoutez, de toute façon, votre sujet est très juste. C'est l'élection présidentielle qui reconfigure et qui redessine la carte et les formations politiques. Toujours, vous pouvez prendre chaque élection présidentielle, c'est elle, parce que c'est l'élection reine de la Ve République, et moi je m'amuse, parce que quand je pense ceux qui rêvent de la VIe République, etc. Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Eh bien, demandez même à Manuel Valls en ce moment si on n'est pas dans la Ve République. Voilà. Ça s'appelle la Ve République. Donc on recompose. Dans la Ve République, ça se recompose. Et regardez, le succès de la primaire à droite et au centre en faveur de François Fillon contraint tout le monde, à bouger et à faire mouvement. Alors je viens au centre. Alors oui, vous faites comment Là, nous avons réuni un comité exécutif, j'en arrive, du nouveau centre que préside Hervé Morin, dont je suis le porte-parole, et à l'unanimité, le nouveau centre élargi à des radicaux et à des adhérents directs, comme Louis Giscard d'Estaing, mais d'autres adhérents directs, nous avons décidé à l'unanimité, c'est une information importante que je vous livre, de créer un mouvement qui soit le pilier centriste et central dans la future majorité présidentielle. On débaptise le nouveau centre. On débaptise effectivement le nouveau centre pour pouvoir s'ouvrir et accueillir celles et ceux qui voudront nous rejoindre pour faire en sorte que nous soyons un pilier centriste de la future majorité présidentielle, un pilier loyal qui va réformer ce pays. Nous avons un projet. Nous avons des propositions et donc vous voyez, donc nous sommes rassemblés. Philippe Vigier était présent, vous le citiez, et quel que soit, non, il n'était pas là. Il n'était pas là. Donc il ne sera pas de nouveau centre. Christophe Lagarde, voilà. Nouveau centre. Donc vous rassemblez. Ça veut dire que le 11 décembre à Paris. En vous séparant. Le 11 décembre à Paris, non pas en nous séparant. Le 11 décembre à Paris, nous créerons un congrès fondateur, refondateur, pour tenir compte de ce qui s'est passé effectivement à la primaire. Si on ne tient pas compte de ce qui s'est passé à la primaire, il faut faire autre chose. Donc qui reste sur le bord de la route, Maurice Leroy, dans votre configuration? Mais nous, on laisse personne sur le bord de la route. Tout le monde peut venir. Mais enfin, il n'y a pas ouvert. Écoutez, le 11 décembre, c'est une information importante en effet. Oui, bien sûr, celles et ceux qui se reconnaissent dans le centre, plutôt le centre droit, seront les bienvenus à Paris au congrès refondateur qui permettra ensuite de travailler avec François Fillon, loyalement, avec nos partenaires les Républicains, pour faire en sorte que nous ayons un accord et de gouvernement et un accord. Ça va être très difficile. Le Parti radical, donc ça va être très difficile. Plus d'UDI. Il n'y a plus d'UDI. Le Parti radical, vous savez, depuis hélas le retrait de Jean-Louis Borloo. Donc il n'y a plus vraiment d'UDI. C'est très difficile. Vous actez ce soir la fin de l'UDI. Elle est actée dans les faits, vous l'avez dit vous-même. Mais officiellement. Ça se recompose forcément. C'est le cas d'ailleurs à gauche, c'est le cas chez les Républicains. Ce soir, fatalement, tout ça va bouger. Vous savez, ça bougera encore d'ailleurs en 2017. À l'issue de la présidentielle. Regardez, les communistes ce soir eux-mêmes, ils rejoignent Mélenchon. Tout le monde fait mouvement. Voilà, ça ne peut pas être autrement. C'est le propre de l'élection présidentielle. Nicolas Bay, information intéressante. Maurice Leroy n'a pas encore répondu, mais je lui reposerai ma question. C'est ce soir peut-être la fin de l'UDI. Il n'y a plus d'UDI. Il n'y a pas besoin d'annoncer, de faire part pour la fin de l'UDI. C'est donc la fin de l'UDI. Dans les faits. Vous en pensez quoi, d'abord, de cette information, et de vous, parti Front National, dont on voit une certaine, depuis l'arrivée de François Fillon, un pas de deux en fonction des lignes stratégiques de votre parti. Il y a Marion Maréchal Le Pen. On va voir cette petite phrase qui immédiatement s'est exprimée
après la victoire de François Fillon. On va la voir, cette petite phrase qui indique effectivement une certaine inquiétude. Ça, c'est Bernard Accoyer, le nouvel organigramme, mais c'est sympa aussi. Fillon nous pose un problème stratégique. Il est le plus dangereux pour le FN. C'est pas tout à fait le même son de cloche qu'on a pu entendre chez Florian Philippot, qui lui a expliqué que le programme économique était une purge terrible et qu'il allait décimer les classes populaires. C'est compliqué chez vous, au Front National, parce qu'une partie de cet électorat qui est intéressé par François Fillon peut venir de chez vous. Non, je crois pas. Je crois qu'il y a peut-être un électorat qui reste chez les Républicains pour l'instant. On est encore à 5 mois de l'échéance, mais je crois pas du tout qu'il y ait des électeurs du Front National qui aillent vers François Fillon. Une petite remarque d'abord sur la recomposition dont vous parlez. Je note quand même que ce sont des gens qui ont déjà été ensemble par le passé, qui redeviennent ensemble aujourd'hui. J'ai quand même le sentiment que tout ça, c'est quand même des petites manœuvres d'appareil qui sont assez éloignées des préoccupations des Français. Sur notre position et notre stratégie. Qui n'est pas claire, en tout cas qui est dual. Très clairement, pour nous, François Fillon, il cumule un certain nombre de handicaps à la fois d'Alain Juppé et de Nicolas Sarkozy, sans forcément cumuler les atouts respectifs qui étaient les leurs. Je m'explique. D'une part, il n'a pas cette capacité qu'a eu Nicolas Sarkozy, même s'il les a largement trahis ensuite, à mobiliser et à être attractif pour un électorat populaire. On l'a vu d'ailleurs dans les différentes enquêtes d'opinion, l'électorat qui s'est déplacé pour la primaire, notamment celui en faveur de François Fillon. C'est pas cet électorat-là. C'est un électorat plutôt âgé, plutôt de catégorie sociale supérieure, et pas du tout un électorat populaire. Ensuite, celui que vous visez donc. Si je comprends bien. Oui, nous rassemblons tous les Français, mais oui. Effectivement, c'est quand même un handicap pour un candidat à la présidentielle de ne pas avoir une forte capacité d'attraction sur un électorat populaire. Ensuite, je crois qu'il n'a pas non plus, comme aurait pu l'avoir Alain Juppé au second tour, une capacité à rassembler au-delà de sa famille politique. Et puis je crois aussi que il est aujourd'hui François Fillon, il a comme défaut majeur qui est peut-être pas apparu au grand jour au moment de la primaire, parce que ça a été une séquence rapide, mais d'être le grand responsable du bilan désastreux de la droite aux affaires de 2007 à 2012. Oui, déjà dit ça. Donc il a beau écrire un livre, en nous expliquant par exemple qu'il faut combattre l'islamisme radical. D'abord, il y a que le livre, il y a que le titre. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose dans le livre quand on le lit. Et puis surtout, qu'est-ce qu'il a fait, François Fillon, pendant 5 ans? Il a installé l'islamisme radical au cœur de la République en confiant le Conseil français du culte musulman à l'UOIF, il a déstabilisé la Libye en mettant en charge du ministre de l'Intérieur, mais bon, évidemment, il était Premier ministre. Il était Premier ministre, mais c'est plutôt le ministre de l'Intérieur qui gère le culte. Il a été le premier Premier ministre en France à inaugurer officiellement une mosquée, laquelle est d'ailleurs devenue un repère d'islamistes, en l'occurrence à Argenteuil, sur la question de l'immigration ou l'attente. Ça, c'est la campagne qui a été faite à Alain Juppé, on comprend plus là. Alain Juppé a été calomnié pendant toute la campagne. Je rappelle le bilan de François Fillon. C'est François Fillon au gouvernement de 2007 à 2012 comme Premier ministre. Mais Olivier Dussopt, pardon, on peut quand même répondre. Vous allez répondre, Olivier Dussopt, allez-y. Je pense pas que, sauf si Olivier Dussopt veut défendre François Fillon, mais. Non, mais Olivier Dussopt, il a sûrement un avis sur la question. Peut-être c'est à moi de le faire. Franchement, j'étais ministre dans le gouvernement de François Fillon. Je ne me reconnais absolument pas dans tout ce que vous venez d'évoquer à l'instant. Oui, enfin, d'accord. Mais enfin, il n'y avait pas de crise, il se passait rien. D'ailleurs, François Hollande a expliqué qu'il n'y avait pas de crise, on a vu la suite, etc. Parce que c'est facile, sur un plateau, c'est confortable, etc., d'enfiler les phrases, voilà. Non, mais quand on peut quand même faire le bilan. Non, mais je vous ai entendu. Quand on est aux commandes, c'est une autre paire de manches. Quand on est à la table du Conseil des ministres, ça se passe pas tout à fait comme. Attendez, Olivier Dussopt, je vais quand même essayer de faire. Non, mais vous avez été. Allez-y. Un long tunnel contre. Vous avez fait un long tunnel contre François Fillon avec une charge, d'ailleurs peu élégante. Voilà, en traitant de tout cela. Bon, donc voilà. Non. On peut pas parler du bilan de François Fillon, etc. Oui. Mais le bilan, il a été évoqué. Ouais. Alors, ça Olivier Dussopt, dit, Yves Marical. Et il n'empêche que les électeurs massivement, les électeurs de la primaire, on parle de ça. Les électeurs de la primaire se sont rassemblés pour François Fillon. Olivier Dussopt, ce débat qui touche comme ça et qui mobilise et qui font réfléchir les partis politiques. D'abord sur le Front National, est-ce que vous avez noté ce que moi j'ai révélé, c'est-à-dire cette espèce de pas de deux, d'un côté Florian Philippot qui travaille sur l'électorat populaire et puis une partie des cadres qui disent c'est vrai qu'il a attiré une partie d'électorat catholique, des gens ont été sensibles à son discours. Il faut faire 2 constats, je crois. Le premier, c'est que la primaire, si elle est un succès en termes de participation, repose sur un segment électoral très étroit et avec des catégories supérieures favorisées et un électorat particulièrement âgé, et ça ce n'est pas une opinion politique, c'est ce qui a été vu dans les sondages. Et on va le voir dans un sondage. Qui montre l'étroitesse aussi de la base militante et de la base engagée. La deuxième chose, c'est que je pense qu'on ne peut pas
considérer ce qui se passe aujourd'hui sur la scène politique uniquement à l'aune de la victoire de François Fillon à l'élection primaire. Ça s'inscrit dans un autre mouvement, le succès d'opinion de Vladimir Poutine, le Brexit, la montée en puissance et la victoire de Donald Trump, avec chaque fois, à mes yeux, une forme d'illusion. Des hommes qui présentent des programmes devant leurs électeurs, qui sont excessivement durs, qui manient un certain nombre de concepts, qui mettent en avant un certain nombre de valeurs, qui font jouer aussi les peurs et qui parfois font jouer les identités de la plus mauvaise des manières, alors qu'en réalité, ils cachent des programmes excessivement libéraux et qui se caractérisent à la fois par l'austérité en interne et la dérégulation totale. Moi, je pense qu'on ne peut pas répondre à cela par des manœuvres d'appareil ou même par des ajustements. Et l'UDI fera ce qu'elle a à faire, ce n'est pas notre sujet à nous. Feu l'UDI. Il faut que nous puissions y répondre en nous interrogeant, y compris en faisant notre autocritique. Et en considérant que celles et ceux qui sont en responsabilité, pas depuis 5 ans, pas depuis 10 ans, mais peut-être depuis 30 ans, n'ont pas suffisamment mesuré que la mondialisation ne faisait pas que des heureux, qu'elle pouvait faire des dégâts, qu'il y a un besoin de protection, qu'il y a un besoin de régulation, et pour ce qui nous concerne, réinventer une forme de souverainisme de gauche qui soit progressiste, qui s'appuie sur des protections, pas sur l'idée de la frontière au sens de la barrière douanière, mais bien de la protection de notre système économique, de la protection de notre système social, en remettant des repères et des identités mais positives, c'est peut-être ce qui doit nous préoccuper dans les prochaines semaines. Yves Maricanne, il y avait ce sondage LAB, j'aimerais qu'on le commente ensemble, il était sorti des urnes dimanche soir, on va le voir, c'est intéressant sur ceux qui ont voté, puisqu'on parle des catégories sociales, c'est le profil des votants. Alors, les 18-24, on peut voter, en revanche, les 65 et plus, on le voit dans votre étude, c'est ceux qui se sont déplacés, en tout cas majoritairement. Sur la zone géographique, c'est très très intéressant aussi de découvrir la question des zones et des classes sociales. Classe moyenne supérieure 29, 45% pour les retraités, donc qui colle évidemment à la tranche d'âge que l'on vient de voir, mais ce sont les classes supérieures et moyennes qui majoritairement se sont déplacés. Concernant les zones géographiques, il y a eu un débat sur François Fillon, zone rurale. On voit que là, c'est pas forcément les communes rurales au sens propre du terme, mais ce sont les communes urbaines de province. On nous a toujours dit voilà. Le candidat. Puis vous savez ce mot condescendant depuis Paris, la province. Les provinciaux ont voté. Respectez-les d'abord, mais voilà, c'est pas le cas. Ces Français dont on entend dans notre débat finalement, parce que c'est ce qui va arriver dans les semaines à venir. Sa base électorale est trop faible, il doit élargir, écarter les bras, rassembler. Ça, c'est un enjeu majeur pour François Fillon, c'est une évidence. Bien sûr, et ces éléments de profil de l'électorat à la primaire, ils montrent que l'électorat qui s'est déplacé dimanche pour le second tour n'est pas représentatif de l'électorat dans son ensemble. Comme disait Maurice Leroy, il y a 45 millions d'électeurs en France, il y a eu un peu plus de 4 millions de votants au second tour. C'est 10% à peine du corps électoral. 10%, donc effectivement, on a des distorsions très importantes. Et d'ailleurs, ces distorsions, on les retrouve sur la carte de France. Lorsqu'on y projette les taux de participation à l'échelle départementale, on voit des choses très intéressantes qui s'y dessinent. On voit bien qu'effectivement, il y a un clivage politique qui joue, c'est-à-dire que c'est dans les terres de droite qu'on s'est le plus mobilisé. C'était la primaire de la droite et du centre, donc il y a quand même une logique. Ville où le taux de chômage est élevé, les gens ne se sont pas déplacés. Mais effectivement, il y a une autre façon de lire aussi cette carte, c'est la verticalité du pouvoir économique et social. C'est-à-dire que c'est aussi dans les départements qui s'en sortent le mieux aujourd'hui d'un point de vue économique et social que la participation a été la plus forte. Et on le voit notamment sur des villes, sur des départements comme, pour le coup, la ville de Paris, qui est aussi un département, mais aussi dans le département des Hauts-de-Seine, où c'est là qu'avec les Yvelines, on enregistre les plus forts taux de participation. Et qu'en revanche, dans le département du Pas-de-Calais, c'est un des départements où on a le plus faible taux de participation. Et ça correspond effectivement aux zones, aux territoires qui sont quasiment sinistrés d'un point de vue économique et social, et qui sont aussi les nouveaux bastions du Front National. Pas le Front National. Bastion ou nouvelle cible? Parce qu'on entend quand même un discours Nouveau bastion du Front National, Pas-de-Calais, c'est Hénin-Beaumont. Oui, Hénin-Beaumont, absolument. Et par contre, en revanche, c'est pas les bastions du Front National canal historique, ceux de Jean-Marie Le Pen, où effectivement, dans le sud de la France, tendance Marion Maréchal Le Pen, effectivement, il peut y avoir effectivement, là pour le coup, de la porosité entre l'électorat du Front National et le futur électorat de François Fillon. Mais en revanche, là où j'aurais un élément de nuance très important, c'est qu'il ne faut pas oublier que la progression du Front National au cours de ces dernières années, elle ne vient pas du canal historique du Front National. Elle vient du canal populaire. Du canal populaire, donc de la ligne plutôt défendue par Florian Philippot. Et ça, sur ce terrain-là,
eh bien, il y aura beaucoup de travail à faire pour François Fillon s'il souhaite reconquérir ou conquérir le cœur de cet électorat, siphonner l'électorat de Marine Le Pen, parce qu'effectivement, son programme économique étiqueté comme libéral, il ne m'appartient pas de me prononcer sur, il a été, sur le bien fondé de son programme, mais en tout cas, effectivement, l'allongement du temps de travail sans être forcément rémunéré en conséquence du temps de travail. 35-37 chez les fonctionnaires. La hausse de 2 points du taux de TVA normal, également du taux intermédiaire. Plus également les efforts qui sont annoncés en ce qui concerne la protection sociale et la sécurité sociale, ça je ne suis pas certain que les catégories populaires qui votent Front National aujourd'hui soient très tentées d'aller voter pour François Fillon si on leur propose ce type de mesures. D'ailleurs c'est l'argument qu'a utilisé Marine Le Pen sur Europe 1 en disant mais elle n'a jamais vu un programme aussi terrible. Il a un peu rétropédalé, je précise que François Fillon a déjà annoncé que sur son programme de réforme de la santé, les classes moyennes et populaires, dit-il, je le cite in extenso, seront remboursés de la même manière. Donc il a légèrement évolué sur ce point. Vous vouliez rajouter quelque chose, Nicolas Bay? La difficulté, c'est qu'il y a toujours un décalage entre le discours politique et la réalité des faits. C'est-à-dire que parler des classes populaires, il faut savoir ensuite de quelle catégorie de population on parle et quels sont... Ça veut tout dire et rien dire, c'est très compliqué. Les seuils qui seront mis en place, si cette mesure est mise en place, parce qu'on sait aussi qu'il y a des effets de seuil. Et on le voit notamment au-delà de la question des catégories populaires, on le voit souvent sur la question des classes moyennes. C'est quoi une classe moyenne? Tout gouvernement annonce des baisses d'impôts, annonce des baisses pour les classes moyennes. Je vais vous le dire, moi. C'est quoi? Et Nicolas Bay, ce que c'est la classe moyenne. La classe moyenne, c'est quand vous êtes bon à payer plein pot pour tout et que vous n'avez jamais droit à rien. Bienvenue, vous êtes dans la classe moyenne. Les gens se reconnaîtront, eux. Les gens se reconnaîtront. Nicolas Bay, il peut y avoir une porosité de l'électorat. À cette analyse, mais effectivement, ces classes moyennes seront les premières victimes de la politique de François Fillon. Les familles qu'il prétend par ailleurs défendre, elles seront les premières victimes de cette politique, avec des frais de santé, avec des frais de scolarité, etc. François Fillon, il ne faut pas l'oublier, il ne défend pas aujourd'hui, dans son projet, l'économie réelle, ni la liberté d'entreprendre. En réalité, il défend le modèle ultralibéral. Il défend l'Europe de Bruxelles, qui supprime toute protection, toute intervention de l'État. Je me suis retourné parce que je me demandais si c'était Jean-Luc Mélenchon qui était à côté de moi. Mais c'est parce que vous êtes un converti à cet ultralibéralisme. Mais nous, ce que nous défendons, c'est simple. C'est à la fois l'État qui joue tout son rôle, mais qui ne joue que son rôle. C'est-à-dire un État protecteur qui met le patriotisme économique, qui met des protections douanières, des protections économiques, mais qui en même temps allège la fiscalité, les charges et les contraintes de l'entreprise. Juste un mot sur l'électorat et cette porosité. Il y a des zones et des électeurs de Jean-Marie Le Pen qui ne se retrouvent plus dans ce discours. Jean-Marie Le Pen, il n'y en a plus aujourd'hui. Jean-Marie Le Pen, il fait plus partie du Front National et le Front National, le dernier régional, a rassemblé 28% des Français. Et nous, on les met pas dans des petites cases. Il y a, c'est vrai, des électeurs déçus de la droite, ils sont nombreux. Il y a Marion Maréchal Le Pen qui dit c'est un danger pour nous. Encore une fois, Marion Maréchal Le Pen a souligné le fait que François Fillon, comme souvent les candidats de droite, il parle un peu comme le Front National en campagne, puis gouverne un peu comme la gauche une fois qu'ils sont aux affaires. Donc elle a souligné le fait qu'il venait un peu sur un certain nombre de nos positions. Mais sur vos terres. Est-ce qu'il sera la question, c'est la question de la crédibilité. Est-ce qu'il sera crédible demain contre l'immigration massive ou contre l'islamisme radical, compte tenu de son bilan désastreux en la matière entre 2007 et 2012, et compte tenu même des positions qu'il exprime aujourd'hui. Par exemple, sur le port du voile, il ne veut pas l'interdire dans l'espace public. Par exemple, sur la question des migrants clandestins, il a rappelé il y a quelques jours encore que s'il était maire, il les accueillerait dans sa ville. Donc je crois que les électeurs, aujourd'hui, ils vont comprendre aussi que ce François Fillon, il n'est que le continuateur du système. Je pense que ce sera le candidat du système. Je pense même que s'il est au deuxième tour face à Marine Le Pen, toute la gauche appellera à voter pour lui parce qu'il sera celui qui maintiendra le système Nicolas Bay, UMPS. On va entendre un florilège des questions. Maurice Leroy et des images. Il faut déjà que Marine Le Pen soit au second tour. Donc, c'est une hypothèse probable, quand même, vous en conviendrez. C'est une hypothèse, moi je ne la rejette pas, bien sûr. Mais il faut déjà qu'elle soit au second tour. Une hypothèse qui est déjouée par les sondages récents. François Fillon gagne contre Marine Le Pen. Bien sûr. Dans les sondages récents. Elle est qualifiée au second tour, dans tous les cas. Elle est qualifiée au second tour, mais il gagne au second tour. Je comprends. Je n'avais pas vu cette phrase de Marion Maréchal Le Pen, mais je pense que c'est elle qui a raison. Et c'est elle qui souligne la vérité. D'ailleurs, on comprend pourquoi il y a une telle charge et une telle caricature de François Fillon. C'est la campagne qui commence, c'est normal. Non, mais ça, j'ai compris. L'adversaire est maintenant désigné. Vous nous dites qu'il y a une stratégie du Front National. C'est ça, voilà. Vous nous décryptez la stratégie du Front National. On voit pourquoi, oui, je vous donne le décodeur. On voit pourquoi il va y avoir des caricatures, des tombereaux de caricatures sur François Fillon, parce qu'effectivement, François Fillon, il va être très difficile à contrer pour le Front National. Par contre, il y a une chose qui reste vraie. Je finis juste, lui. Il y a une chose qui reste vraie, ça c'est juste. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai dit en commençant. C'est clair, et là il faut faire très attention parce que c'est vrai qu'on l'a vu, les quartiers populaires
ne se sont pas déplacés. Ça, il faut en tenir compte. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, François Fillon l'analyse. C'est pour ça qu'il rassemble comme il rassemble. Allez-y, Olivier Dussopt. Voilà aussi pourquoi on aura besoin du centre et des centristes. Le fameux pilier fort. Le nouveau centre. Parce qu'il faudra s'adresser au quartier populaire. La meilleure façon de battre François Fillon, et je fais partie de ceux qui pensent que la gauche peut battre François Fillon. Peut encore battre François Fillon. Marine. D'accord. Ce n'est pas tomber dans la caricature, ça n'est pas de se jeter des phrases au visage. C'est d'aller sur le site de campagne de François Fillon, de regarder son programme. Et il est écrit en toutes lettres que la TVA augmentera, comme cela a été dit, de 2 points pour les 2 taux, le taux normal et le taux réduit, que la retraite sera repoussée à 65 ans, que la sécurité sociale ne s'occupera que des pathologies les plus lourdes, et que la dépense publique baissera de 100 milliards d'euros, dont 20 milliards pour les collectivités, et le tout accompagné de la suppression de 500 000 fonctionnaires, ce qui signifie qu'il faudrait remplacer aucun départ à la retraite pendant les 5 années qui viennent, à l'hôpital, à l'école, dans les gendarmes, dans le domaine de la sécurité, dans toutes les administrations locales. Tout en expliquant qu'il ne touchera pas aux régaliens. Autant vous dire que c'est une saignée absolue. Je rappelle quand même, sur ce point précis, excusez-moi, je rappelle quand même que François Fillon, Premier ministre, a supprimé 70 000 postes de fonctionnaires dans les fonctions régaliennes, 54 000 dans l'armée, 13 000 dans la police, 3 000 dans la douane. Donc c'est effectivement des déclarations très inquiétantes. Et sur la question fiscale, qui est importante aussi, je rappelle qu'il a créé plus de 60 impôts en 5 ans, c'est-à-dire un par mois en moyenne, augmentant la pression fiscale en France de 50 milliards d'euros, ce qui montre d'ailleurs le peu de cas qu'il fait de l'entreprise, de l'économie réelle et des classes moyennes qui ont été les premières victimes de cette politique. Et pourtant, l'entreprise a voté pour lui. Yves Maricanne et le monde aura compris que c'est pas du tout caricatural ce qu'on vient d'entendre. On a bien entendu. Yves Maricanne, ce qui est dit est intéressant, mais le défi qui se pose à François Fillon, c'est aussi celui qui se pose à la gauche, à savoir qu'effectivement aujourd'hui, la gauche et la droite, quand elles sont au gouvernement, ont plus d'intérêt, ou en tout cas dans leur politique publique, font plus plaisir aux retraités qu'aux actifs. Et c'est vrai qu'on le voit bien à travers tout un certain nombre de mesures. Il s'agit finalement de demander des efforts, voire beaucoup d'efforts aux actifs, ceux qui payent l'impôt sur le revenu, ceux qui vivent de leur travail, et finalement pour garantir finalement la retraite et la santé des retraités. Et ça aujourd'hui, c'est quelque chose qui structure beaucoup aussi le rapport des Français aux politiques, et on voit s'installer une fracture générationnelle justement au sein de la société et ceux qui entre les actifs et les retraités. Et aujourd'hui, il faut quand même le préciser, ce n'est ni la gauche ni la droite qui profitent de cette fracture, c'est le Front National, la formation politique qui réalise et les abstentionnistes. Pardon, mais on ne parle jamais des abstentionnistes. Les 50% qui ne vont pas au urne. Un politique, il doit aller chercher ceux qui ne vont plus voter. Où vous avez de forts taux de participation, je suis désolé, il faut aussi... Attendez, notre sentinelle va se déconnecter. Je lui donne la parole, ça va intéresser Maurice Leroy. Il faut aussi accepter de regarder la réalité en face. La question des retraités. Le fait est qu'aujourd'hui, la formation politique qui progresse auprès des actifs et qui progresse le plus fortement, qui réalise les meilleurs scores élection après ce sont les retraités. C'est le Front National. Et le Front National qui les attire. Jonathan, je vous le présente, Maurice Leroy, c'est intéressant parce que vous avez entendu des informations importantes là qui ont été dévoilées sur le plateau concernant un nouveau parti, ce sera le 11 décembre. Donc j'évoquais peut-être la fin de l'UDI, voilà, cette espèce de rassemblement. Vous êtes co-secrétaire général d'UDI Jeunes. UDI Jeunes qui se propose de partir avec Emmanuel Macron. Vous, les jeunes de l'UDI, voilà, qui va peut-être corroborer d'ailleurs ce que disait Maurice Leroy tout à l'heure. Vous avez signé une tribune. Dites-nous, il vous intéresse Emmanuel Macron ? Alors juste un instant, c'est pas l'ensemble de l'UDI Jeunes qui a décidé de rejoindre Emmanuel Macron. C'est uniquement 130 signataires. Aujourd'hui, nous sommes un peu plus de 200. Voilà. Nous n'avons pas vocation à engager l'ensemble de la structure. Excusez-moi, je vais juste faire une légère aparté sur ce que vient de dire Maurice Leroy. Je vais juste le remercier d'enfin mettre des mots sur le travail de SAP qu'il a entrepris il y a 5 ans, lui et certains de ses collègues. Et je le remercie d'enfin quitter l'UDI pour qu'enfin l'UDI ait une ligne claire. Voilà. Alors ensuite, concernant les... Clair, vous d'ailleurs, hein, vous allez rejoindre Macron. C'est ça que vous appelez la clarté de la ligne. D'ailleurs, je vais l'expliquer. Très bien. Expliquez-nous brièvement. Voilà, oui, je vais expliquer brièvement parce qu'à mon sens, les clivages de demain, ils se feront entre progressistes et conservateurs. Ils se feront entre conservateurs, entre nationalistes et européens. Ils se feront entre ceux qui ont une vision des années 60 et de la société française et ceux qui ont une vision du 21e siècle de la société française. Et à mon sens, François Fillon appartient à la catégorie des conservateurs et Emmanuel Macron à la catégorie des progressistes. Voilà. Aujourd'hui, moi, je fais le choix des valeurs. J'ai la chance de n'avoir aucun mandat. J'ai la chance de ne briguer aucune investiture. Donc aujourd'hui, moi, je suis libre. Je ne suis pas un baron local. J'ai longtemps milité pour mon parti. Je me suis longtemps investi pour mon parti. Ça fait 10 ans que je suis encarté au centre.
Et aujourd'hui, je m'investis pour Emmanuel Macron parce qu'il représente, il présente un projet de société auquel je crois. Et aujourd'hui, ce projet de société, il aurait pu effectivement être défendu par un candidat du centre si ceux qui appartenaient aux amis de Nicolas Sarkozy n'avaient pas parasité l'existence de l'UDI depuis de trop nombreuses années. Voilà. Bon, vous allez régler vos comptes. Maurice Leroy, oui, vous allez répondre parce que il y a quand même deux, trois petites phrases comme ça qui vous sont peut-être envoyées. Je ne sais pas si c'est à vous. Il n'y a aucun drame. Écoutez, moi, je souhaite à Jonathan une bonne marche avec Emmanuel Macron, puisqu'il se met en marche avec Emmanuel Macron. C'est son droit. Moi, je respecte son droit. Sur les valeurs. Lui, oui, mais c'est très bien sur les valeurs ou sur ce qu'il voudra. Quant à l'histoire des baronnies, etc., tout ça est plaisant. Ça rappelle de bonnes choses, vous savez, les trucs anti-élus, etc. On a connu ça. C'est ce que fait Emmanuel Macron, sans parti. Voilà. Oui, mais on verra la suite, que tout le monde se calme avec les macronades. Attendez, j'ai pas fini. Oui, c'est vrai. Des partis politiques qui n'arrivent pas à faire leur place aux jeunes aussi. Il faut quand même reconnaître. Il y a des jeunes. Je ne sais pas pour faire le défenseur du Front National, mais aujourd'hui, un jeune qui a envie de s'investir en politique, de se confronter au suffrage électoral. C'est ce qu'évoquait Olivier Dussopt tout à l'heure. Vous avez raison. Que du côté des Républicains ou du PS. Écoutez-moi, vous avez. Chacun son tour. Maurice Leroy, on va retourner la parole. Vous avez. On aura effectivement chez En Marche. Vous avez. Mais c'est tant mieux. Et cette jeunesse. Et voilà pourquoi, avec Hervé Morin, nous allons créer ce nouveau mouvement le 11 décembre à Paris pour précisément répondre à ces critères de modernité, faire en sorte qu'il puisse y avoir des jeunes qui s'engagent dans la vie politique. Voilà. Olivier Dussopt. Jusqu'à leur permettre de s'aller jusqu'au bout. Je le fais, moi, dans mon département de Loir-et-Cher. Et ça se fait aussi. Olivier Dussopt. Bien sûr, vous avez raison. Ce jeune Emmanuel Macron qui se présente comme un progressiste. Je ne suis pas de gauche, je ne suis pas de droite. Vous avez aujourd'hui au sein de l'exécutif une bataille. Macron a dit clairement qu'il était à gauche quand même. Je suis à gauche, mais il se présente. Il a clairement dit qu'il était à gauche. Il se présente comme un candidat progressiste. Vous parliez tout à l'heure, vous, des jeunes, une catégorie d'âge au PS qui avait elle aussi envie de prendre son destin en main. Vous entendez le discours de ce jeune macroniste qui vient de l'UDI, qui dit, moi je me retrouve plus dans ce parti. Il s'entend sur la nécessité du renouvellement. Je pense que c'est un des enjeux de notre famille politique de renouveler. C'est un appel que Emmanuel Macron finalement. De changer le casting, de voir ce que l'on peut faire pour faire monter une nouvelle génération, en sachant, et je le disais tout à l'heure, que dans la période un peu compliquée que l'on vit aujourd'hui, il y a énormément de jeunes responsables, de jeunes militants, de jeunes élus qui ne se considèrent pas, ou qui ne se retrouvent pas dans les sensibilités telles qu'on les décrivait auparavant, et qui surtout qui ne se considèrent ni comme héritiers, ni comme orphelins. À eux de construire, mais aussi au parti socialiste, de leur laisser la place de construire. Donc je peux vous faire entendre ça. Écoutez, ça s'est passé aux questions au gouvernement, c'est très rapide. C'est un petit florilège. C'est vrai que c'est compliqué à gauche, c'est vrai qu'il y a beaucoup de candidats, mais aujourd'hui, pour ceux qui étaient dans l'hémicycle, lors des questions au gouvernement, eh bien, le gouvernement socialiste était mobilisé contre un seul homme, contre François Fillon. Écoutez, regardez. J'entends bien, et c'est votre rôle, que vous posiez des questions. Moi, presque d'une certaine manière, j'aurais des questions à vous poser. Vous auriez peut-être des questions à poser au candidat qui l'a emporté par rapport à celui que vous avez défendu, sur l'idée qu'on se fait de la société, sur l'idée qu'on se fait du modèle social, sur l'idée qu'on se fait de la sécurité sociale. Et la droite, comme son candidat à la présidentielle, a effectivement pas la vision de la société future de la France, la même que la nôtre. Pourquoi? Parce que quand nous, on rétablit des postes dans l'éducation, dans la police, dans la justice, eh bien, on nous annonce, côté droite, 500 000 postes de moins. J'alerte simplement sur une chose, monsieur le député. Si vous faites plus de 100 milliards d'économies de dépenses publiques, j'appelle les agriculteurs à être extrêmement vigilants pour l'avenir. Combien d'infirmiers allez-vous supprimer à l'hôpital public? Combien d'aides-soignants allez-vous supprimer à l'hôpital public? Et puis il y a une autre question qui me vient à l'esprit. Parce que, sincèrement, quand votre champion dit que désormais les consultations classiques n'ont plus à être remboursées par la sécurité sociale, eh bien, comment fera-t-on pour rembourser les gynécologues? C'est ça les vraies questions. Olivier Dussopt, un sondage important qui vient corroborer, qui sort dans le Figaro, mais un demain sortira chez Lab, je crois qu'il est sur la même ligne. François Hollande est crédité de 7,5% d'intention de vote, si on était dans une campagne présidentielle, bien sûr. Loin derrière, Jean-Luc Mélenchon, évidemment, et Emmanuel Macron, en 5e position. Est-ce que ce soir, vous, l'élu socialiste que vous êtes, pragmatique, vous souhaitez que François Hollande ne soit pas le candidat des socialistes? Je souhaite qu'il réfléchisse. Je souhaite qu'ils réfléchissent et que nous réfléchissions tous ensemble. Mais vous réfléchissez depuis un certain temps déjà. Hein. Oui, mais je l'ai dit tout à l'heure, notre primaire est à la fin du mois de janvier. Simplement, quand on voit ces études d'opinion,
Quand on compare les éléments positifs, parce qu'il y en a, du bilan, sur le redressement des comptes, de l'État comme de la sécurité sociale, sur la progression d'un certain nombre de droits, sur le fait que l'exécutif est tenu face aux attentats et face à la menace terroriste et tienne encore. Et qu'en même temps, il y a un problème d'adhésion, une fracture. De leadership, excusez-moi. De confiance ou de leadership, si vous le souhaitez, il faut se poser les bonnes questions. Et aujourd'hui, le débat que l'ensemble des socialistes doit affronter, et qui doit être collectif, c'est quel est le bon candidat pour porter le projet au moment de... Manuel Valls dit c'est moi. Manuel Valls est déterminé. Il le dit, il considère qu'il a un certain nombre d'atouts, et notamment qu'en termes de sécurité, de stabilité, d'incarnation d'une forme de protection, il présente un certain nombre d'avantages. Il l'est aussi, et il faut le respecter, dans un dialogue très singulier avec le président de la République, puisque c'est une situation un peu particulière. Quand vous dites singulier, c'est un dialogue franc et direct. Ils parlent tous les deux, et je crois qu'il faut respecter leurs échanges, d'autant plus que ni l'un ni l'autre n'en font état. Donc laissons-les parler, et moi ce que j'attends avant tout, c'est deux choses. La première, c'est que tout le monde se pose de bonnes questions, et les pose à l'aune des responsabilités pour la France et pour la gauche, parce que nous sommes comptables pour votre parti, de l'avenir de notre famille politique. Et la deuxième chose, c'est que je souhaite que tous les candidats pouvant représenter la gauche et les progressistes soient candidats à la primaire pour que le rassemblement soit possible par le biais et grâce à la primaire. Cette primaire qui est critiquée, contestée même ce soir d'ailleurs par Bruno Leroux qui s'interroge sur l'hypothèse d'une primaire. Elle a été actée par le Parti Socialiste. Elle est actée, elle aura lieu. Et avec l'accord 21 et 29 janvier. Le rejet, me semble-t-il, du Parti Socialiste au pouvoir, il dépasse largement la personnalité du président de la République. Ce qui est rejeté massivement par les Français, on le voit d'ailleurs lorsque dans les enquêtes d'opinion sont testés d'autres candidats que François Hollande, c'est finalement un parti socialiste qui gouverne contre l'avis des Français de façon sectaire, de façon dogmatique, qui impose des textes par le canal du 49.3 de façon forcée et qui est totalement sourd à la colère profonde des Français et qui n'a résolu aucun des problèmes de la France. Alors certes, la droite avait une lourde responsabilité dans une situation désastreuse trouvée en 2012, mais on peut dire qu'en 2017, la situation a encore empiré. Donc je pense qu'il y a un rejet très profond aussi bien de la droite que de la gauche. Pour revenir un instant sur de la classe politique, donc le Front National aussi. Non, parce que nous ne sommes pas au pouvoir et nous n'avons pas de responsabilité dans les échecs de ces politiques. Mais pour revenir un instant sur ce qui a été dit tout à l'heure, ce jeune de l'UDI qui passe chez Macron, je crois que ça révèle aussi une réalité. C'est finalement, il n'y a pas de véritable frontière entre la droite et la gauche. En réalité, beaucoup d'électeurs n'identifient pas, et pour cause, de différence entre la droite et la gauche. Quand Jean-Pierre Raffarin, Hervé Morin, Emmanuel Macron soulignent des convergences de vues, disent qu'ils pourraient travailler ensemble. C'est ça, le progressisme. Non, mais ça montre surtout que le vrai clivage, il n'est plus entre la droite et la gauche, il est entre conservateurs et progressistes. Non, entre les patriotes et les mondialistes. Il est entre ceux qui considèrent que la nation est un échelon dépassé, obsolète, et ceux qui considèrent au contraire que c'est le moyen de protéger nos libertés fondamentales, notre sécurité, on redessine ce soir le paysage avec de nouveaux mots. Et notre prospérité économique. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que François Fillon, qui vient d'être désigné comme candidat de la droite, candidat conservateur, il s'est exprimé très clairement contre toute idée de retour à des frontières nationales, que ce soit sur le plan sécuritaire, il ne veut pas remettre en cause Schengen, et que ce soit sur le plan l'Europe et économique, c'est-à-dire qu'il ne veut pas. Il s'était même prononcé en 2006, je le rappelle, en faveur des travailleurs détachés. Dans un livre, il a expliqué qu'il était favorable au détachement des travailleurs qui crée la concurrence déloyale à domicile, en plus de l'absence de protection douanière. Votre sondage demain qui va sortir, il est sur les mêmes bases. François Hollande est à 7,5, 8,5. On sera effectivement sur des intentions de vote présidentielles et je suppose qu'on sera effectivement dans les mêmes eaux en termes de résultats. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui déjà un pouvoir exécutif qui est très impopulaire et surtout un président de la République qui a des niveaux d'impopularité qui n'ont jamais été vus pour un président de la République sous la cinquième République à quelques mois de la fin de son premier mandat. Et on en retrouve du coup les résultats aussi dans les enquêtes d'intention de vote. Il s'est passé quand même 2 cassures majeures cette année entre l'exécutif, mais surtout entre François Hollande et l'électorat de gauche. La première cassure, c'est le débat sur la déchéance de nationalité. Un débat que François Hollande d'ailleurs n'a pas assumé tel quel, puisque ce n'est pas lui qui a fait aussi pédagogie pour défendre. Mettant en porte-à-faux Manuel Valls d'ailleurs. Pour défendre cette mesure, il est quand même symptomatique de voir que c'est quand même le président de la République qui met ce sujet sur la table, mais qu'à aucun moment il ne prend le temps de l'expliquer aux Français. Première cassure. Excusez-moi, mais c'est sa majorité parlementaire qui un dernier mot. Est-ce que 90% des Français étaient pour la déchéance des nationalités ? Et deuxième cassure, la loi El Khomri, qui a fait là aussi des ravages, et qui coûte sans doute cher au président de la République, mais aussi peut-être à Manuel Valls aussi. Il faut quand même se rappeler que Manuel Valls, il y a encore moins de 6 mois, nous parlait de gauche irréconciliable, de clarification, et aujourd'hui il nous dit qu'il n'y a pas de gauche irréconciliable. Il y a quand même un hiatus, en tout cas, une dissonance dans son discours qui peut Maurice Leroy. Une partie des une conclusion quand même. Demain, Jean-Christophe Lagarde rencontre François Fillon. Vous évoquez ce nouveau parti, ce sera le 11 décembre, à Paris, vous l'avez dit, pour constituer une nouvelle force du centre. Jean-Christophe Lagarde fait toujours partie du centre ?
Écoutez, vous lui demanderez. Oui, c'est important. Hervé Morin aussi a rencontré. Non, mais moi, je ne rentre pas dans les appareils et la politique aérienne. Ah si, parce que vous lancez un nouveau parti, c'est intéressant. Non, je parle du fond. Le fond, c'est quoi? C'est que moi, j'étais en séance à l'Assemblée nationale à cette question. Vous y étiez? Dont on a vu. Oui, j'y étais. Olivier aussi, d'ailleurs. Et j'ai apprécié que le gouvernement mette en lumière le programme de François Fillon. Oui, c'est très bien. Sauf que le gouvernement, il gouverne, mon cher Olivier. Et le gouvernement, il n'est pas là. Aujourd'hui, c'est un ancien ministre qui vous le dit, il n'est pas là pour commenter les programmes. Ça, ce sera la présidentielle. On attend d'un ministre de la République qu'il défende ses projets, ses propositions. Enfin, c'était. Vous ne leur accordez pas le droit de pouvoir critiquer. Mais non, mais c'était hallucinant. On est à l'Assemblée nationale. Quand on est ministre, moi, quand j'étais ministre au banc du gouvernement, je commentais pas le programme des socialistes. Je répondais aux questions qui étaient posées. Et vous avancez vos dossiers. Deuxième élément, vous vous rendez compte dans quelle situation on est? On a le président de l'Assemblée nationale qui appelle à une primaire entre le président de la République et le Premier ministre. Ça a l'air clos. Non, mais attendez, pardon, laissez-moi finir 2 phrases. Quelques mots. Vous vous rendez compte de cette situation où on a vu ça? Je pense que le général de Gaulle et Michel Debré doivent faire la toupie dans leur tombe. Parce que franchement, avoir le président de l'Assemblée nationale en exercice qui appelle à une primaire, le président de la République sortant et son Premier ministre, voilà. Et le dernier mot, c'est quoi? Moi, je suis pas surpris de cette impopularité de l'exécutif, parce qu'en vérité, c'est ça qu'a montré la fracture sur la loi El Khomri. Les gens, rappelons-nous quand même. Le peuple a élu majoritairement François Hollande sur le fait qu'il suffisait, rappelez-vous, de dégager Nicolas Sarkozy et le problème était réglé. Et bien, quand vous avez menti pendant la campagne présidentielle aux Français, il ne faut pas s'étonner de l'impopularité en retour. Vous avez eu le mot de la fin. Merci Maurice Leroy, vous êtes député UDI. Alors je dis UDI encore, mais ce parti va peut-être renaître de ses cendres le 11 décembre. Merci de venu du Loir-et-Cher, ancien ministre, et vous avez soutenu Nicolas Sarkozy, vous êtes aux côtés de François Fillon. Merci à Nicolas Bay, vous êtes le secrétaire général du Front National, député européen. Merci à Yves-Marie Cahn, ELAB, directeur des études ELAB, avec cette étude demain qui sortira sur les intentions de vote à l'élection présidentielle. Et merci à Olivier Dussopt, député socialiste de l'Ardèche, dont on a compris l'intérêt qu'il portait ce soir pour Manuel Valls. Merci à vous 4. Le vote JDD, je ne sais pas, pensez-vous que Marine Le Pen sera au second tour de la présidentielle 2017 dans le mouvement des plaques tectoniques? Et 1000 votants, 73% de ces votants pensent que oui, elle sera au second tour, comme le disent d'ailleurs à peu près tous les sondages d'opinion ces dernières semaines. Merci de nous avoir suivis.